médias, les observateurs s'attardent surtout sur les symptômes, on vient de les voir, c'est normal. C'est ce qui est visible, peut-être aussi c'est ce qui est de plus simple à expliquer. Mais avec Virginie, on va voir les causes et les conséquences, et ça ne sera pas agréable non plus. Les causes, elles sont systémiques, on le voit avec un système surexploité, elles sont liées à notre modèle économique, et les conséquences, c'est la volatilité des prix, l'incertitude généralisée dans les entreprises, la complexité car tout est lié, puis la difficulté à prévoir et à adapter. Virginie, on le voit là, non, c'est pas très bien, oui. Virginie, elle est prospectiviste, elle est experte en géopolitique, elle préside le GIEC Pays de Loire. Elle est conférencière et je vais lui passer. Et elle a créé aussi le grand défi pour la planète, j'avais oublié. Et je te passe la parole, Virginie. Merci. Il me faudrait la zapette. La zapette, t'es partie avec? Non? Elle est là. Tiens. Merci. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour venir écouter des mauvaises nouvelles. C'est quand même très courageux. Et alors moi, quand on m'a proposé de venir, je vais vous dire, je n'étais pas spécialement contente parce qu'en plus, moi j'aime bien porter les bonnes nouvelles. Et là, on m'a dit, non, pas du tout. Tu vas continuer à plomber l'ambiance. Alors, je suis désolée. Voilà. Non, plus sérieusement, enfin, c'est très sérieux. C'est effectivement, je vais rebondir sur ce que Audrey vient de vous énoncer. Vous présenter un peu la même chose, mais de manière un peu différente pour voir quels impacts ça a sur vos entreprises. Et donc, je vais reprendre un peu toutes les pièces du puzzle et les replacer dans l'ordre pour voir successivement d'abord la réalité des faits telle qu'on la voit, ensuite la dynamique que ça répercute, ce que ça nous dit, et enfin les enjeux que ça soulève pour vos entreprises et pour l'économie. Alors, pour commencer, la réalité des faits, c'est-à-dire ce qu'on voit. Ce que vous voyez ici, c'est un recensement des catastrophes naturelles qui sont des principales catastrophes naturelles qui se sont déroulées en 2024 et qui sont classées, vous voyez, par des petits points de couleur en fonction de leur lien avec le changement climatique. Parce qu'il y a toujours eu des tempêtes, il y a toujours eu des inondations, il y a toujours eu des canicules, mais ce qui change avec le changement climatique, eh bien, c'est leur fréquence, leur amplitude et leur saisonnalité. Et donc c'est pour ça que c'est important pour chaque aléa de le rapporter aux événements, aux catastrophes du passé pour voir quel est l'impact du changement climatique. Et ça, c'est le travail des sciences de l'attribution. Et donc, ce qu'on voit ici, eh bien, c'est que pour la plupart, les événements extrêmes, les aléas de 2024 ont été attribués au changement climatique. Et maintenant, pour bien saisir ce qu'il y a derrière chacun de ces points, et rappeler qu'on ne parle pas que des mots, on ne parle pas que de graphiques, je vais prendre 1 minute en silence pour vous montrer une quinzaine de photos. C'est long, 1 minute. Hein. Alors vous imaginez comme ça doit être long d'observer l'eau monter dans sa maison jusqu'au premier étage, des heures durant. Comme ça, il doit être long de vivre comme ces Indiens plusieurs semaines à plus de 40 degrés,
sans avoir l'espoir de pouvoir se reposer la nuit, parce qu'il fait aussi beaucoup trop chaud la nuit. Parce que c'est ça, en fait, le réchauffement climatique ou une limite planétaire. Ce n'est pas le fait que bientôt, à Nantes, on aura les températures de Biarritz. Ce n'est pas une moyenne. Ce sont des aléas de plus en plus puissants, de plus en plus nombreux, des catastrophes humaines et des catastrophes économiques. Si on fait le bilan en Europe, par exemple, donc toutes ces photos, vous avez bien compris, étaient prises sur une année, entre 11 juin 2024 et 11 juin 2025. Et si on fait le bilan en Europe pour l'année 2024, eh bien, ces aléas climatiques, c'est au moins 335 décès et 413 000 personnes affectées par les inondations, par les tempêtes, et c'est plus de 18 milliards d'euros de pertes, là encore, seulement dans les inondations. Et ce qu'il faut retenir aussi avec ces chiffres, et qui était important, c'est que pour l'essentiel, il s'agit de décès, il s'agit de dommages évitables. Évitables à condition toutefois de bien comprendre ces phénomènes, et c'est donc ce que je vous propose de faire maintenant, en repartant de l'exemple du village qu'on a vu tout à l'heure, le village de Blatten, en Suisse, qui le 28 mai donc, a été enseveli par quelques 9 millions de tonnes de roches. Alors en fait, ce qui s'est passé dans ce village, eh bien, ça renvoie au phénomène que cette courbe rapporte, c'est-à-dire le recul des glaciers. Le recul des glaciers qui correspond à un des fameux points de basculement climatique. Car dans un monde qui se réchauffe, eh bien, les sols se dégèlent, les glaciers fondent, donc les lacs d'altitude débordent et les roches se déplacent. Et donc à tout moment, eh bien, cet ensemble menace de tout anéantir sur son passage. Et si je dis dans un monde qui se réchauffe, c'est évidemment parce que le recul des glaciers n'a rien d'aléatoire. Donc ici, on voit bien qu'il démarre, vous voyez, ça s'amorce dans les années 90 et ça tend à s'accélérer par la suite. Eh bien, regardez, cette accélération, c'est celle que l'on retrouve ici, à partir de 1990, sur la courbe de l'évolution des anomalies de température à l'échelle mondiale. Alors, certains verront se souviennent qu'on a passé 1,5 degré l'année dernière, mais en fait, là, pour chaque année, en fait, on fait une moyenne de 5 ans. Donc, pour l'instant, on est toujours dans un réchauffement moyen global qui est autour de 1,2-1,3 degrés. Et ces anomalies, je vous rappelle évidemment qu'elles répercutent la densité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors voyons où est-ce qu'on en est sur ce plan-là. En remontant d'un cran, eh bien, on voit cette courbe d'évolution des émissions depuis les années 90 toujours. Et là, ce qui est frappant, c'est ce triple décrochage dans la courbe avec la chute de l'URSS, pendant la crise financière de 2007 et enfin pendant la pandémie de Covid. Et ces décrochages, eh bien, tout simplement, ils viennent vérifier le lien de causalité entre les activités économiques et les changements climatiques. Et donc aussi entre l'ensevelissement de Blatten et notre modèle économique. Alors ce modèle économique, on va le regarder, parce qu'il nous dit beaucoup de choses. Donc ça, c'est un graphique très simple, qui vous représente notre modèle de croissance et de développement. Et il est très facile à comprendre, c'est un modèle linéaire qui, en gros, consiste à transformer toute augmentation de revenus en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en emploi supplémentaire, donc en revenus supplémentaires, en consommation supplémentaire, etc. et finalement en développement supplémentaire. Et c'est donc comme ça que dans les années 90 et 2000, plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont sorties de la pauvreté grâce à ce modèle de croissance et qu'elles ont pu augmenter leur consommation alimentaire, leur accès à la santé, leur accès aux équipements et aux loisirs. Alors à ce stade, on ne voit pas bien le lien avec le changement climatique. Pour le comprendre, il faut poursuivre le raisonnement. On reprend notre modèle. À augmentation de revenus, consommation, donc production supplémentaire, et donc extraction supplémentaire, mais aussi, évidemment, transport, fret supplémentaire pour transporter les ressources et les produits finis. Et d'autant plus de transport qu'avec la libéralisation des échanges dans les années 90, eh bien depuis, la géographie des ressources, de leur transformation et de leur consommation, eh bien ces zones ne coïncident plus. Et donc il a fallu évidemment augmenter le fret maritime, notamment depuis 30 ans, pour relier ces différentes zones.
Or, qui dit fret, extraction et production, dit aussi émission de CO2. Qui dit extraction, production et consommation, dit aussi rejet de déchets. Et qui dit croissance de la consommation, donc croissance de l'extraction, dit aussi épuisement de ressources. Alors justement, on va continuer à suivre cette chaîne en prenant d'abord regardant les répercussions des émissions de CO2 et donc du réchauffement climatique. Alors on les voit là sur la droite, quelques-unes du moins. Amplification des vagues de chaleur, sécheresse, inondations, incendies. Il faudrait ajouter l'élévation du niveau de la mer, les impacts sur la santé, sur les conditions de travail, et notamment pendant les épisodes de forte chaleur. Maintenant, si on regarde cette fois la chaîne de conséquences liées au rejet des déchets, qu'il s'agisse de produits usagés, de microplastiques, de produits phytosanitaires dans l'agriculture, etc., etc. Eh bien, au bout de la chaîne, vous voyez, on trouve cette fois la pollution atmosphérique, la contamination des eaux et des sols, le recul de la biodiversité, et là encore, des impacts sur la santé, notamment avec des phénomènes d'intoxication, d'allergie, et une augmentation significative aujourd'hui des cas de cancer. Quant aux impacts de l'extraction des ressources énergétiques, minérales, hydriques, eh bien, elles ramènent toutes à leur rareté, voire à leur épuisement. Pardon. Une rareté qui est à l'origine, évidemment, de possibles phénomènes d'inflation, de pauvreté, mais aussi de pénurie avec l'épuisement, de tensions et même parfois de conflits armés pour l'acquisition ou le contrôle des ressources. Maintenant, si on rassemble tous ces éléments, vous voyez là, eh bien c'est ce puzzle, une sorte de portrait systémique de notre modèle de développement qui, peu à peu, détruit ce dont justement il dépend pour sa croissance. Il détruit la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des ressources. Il détruit la santé, l'alimentation, la prospérité des populations, le bien-être des populations. Et enfin, la stabilité des écosystèmes et des systèmes politiques. Voilà donc pour ce modèle et sa façon, finalement son épuisement, son insoutenabilité, pour reprendre une expression connue. Et bien logiquement, toutes ces dynamiques, eh bien, elles vont se répercuter ensuite de plus en plus sur l'économie, mais sur les entreprises, sur vos entreprises. Et c'est donc ce qu'on va voir maintenant. Alors, si on regarde par exemple un secteur qui est très impacté évidemment par le changement climatique, parmi les plus impactés, et c'est logique, c'est le tourisme, et en particulier le tourisme dans les stations de sport d'hiver, qui sont de plus en plus dépendantes, comme vous le savez, des canons à neige pour pouvoir fonctionner, avec à ce moment-là tous les problèmes écosystémiques que l'utilisation de canons à neige soulève. Et c'est pour ça que plusieurs stations ont déjà décidé de fermer leurs pistes. L'Alpe du Grand Serre, Notre-Dame-du-Pré, le Grand Puy, le Tannay, le Sambuy en Haute-Savoie et d'autres à venir. Et à chaque fois, évidemment, qu'on ferme les pistes, eh bien, ça veut dire une chute d'activité des commerces, des restaurants et des hôtels à proximité. Autre secteur très impacté, l'agriculture, bien sûr. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'évolution du cours des cours du blé entre 2021 et 2023. Et ce graphique, il permet, et on l'a beaucoup utilisé pour montrer l'impact de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les exportations de blé, puisque l'Ukraine et la Russie sont de très gros exportateurs de céréales. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, le pic des cours du blé, il a eu lieu un peu plus tard, et en fait il est lié à un autre événement qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, c'est la décision de New Delhi d'interdire l'exportation de céréales pour pouvoir répondre à la demande domestique. Et une décision qui fait suite à la chute de la production de céréales à cause d'une succession d'aléas climatiques en Inde au printemps 2021. Et là encore, on peut rappeler que la volatilité des matières premières et la spéculation ne sont pas des phénomènes spécialement nouveaux, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils sont souvent amplifiés par les impacts des aléas climatiques sur la production. On l'a vu par exemple avec les graines de moutarde au Canada, le riz au Japon, les tomates au Maroc, le café au Brésil, ou bientôt peut-être le blé en Espagne, puisque la sécheresse menace d'y détruire 40% de la production annuelle cette année.
la production annuelle de blé, pardon, cette année. Or, des productions irrégulières, c'est aussi des phénomènes d'inflation des prix alimentaires, avec toutes les conséquences sociales que ça peut avoir, surtout sur les populations les plus précaires. On l'a vu, par exemple, aussi avec les émeutes de la faim, et on l'a vu aussi avec le retour du scorbut en Angleterre. Et puis, bien sûr, l'impact du changement climatique sur les prix ne va pas se limiter aux produits alimentaires. Ici, ce que vous voyez, ce sont les bâtiments des usines Novelis à Sierre, dans le Valais. Et cette usine, elle fabrique des alliages en aluminium qui sont utilisés par les constructeurs automobiles, et en particulier Porsche et Land Rover, Jaguar Land Rover. Résultat, quand, suite à l'inondation du mois de juillet dernier, l'usine doit fermer, interrompre ses activités, eh bien, c'est toute la chaîne de production de Porsche, des deux groupes automobiles, qui s'est trouvée mise à l'arrêt, en particulier celle de Porsche. Au total, donc, les pluies diluviennes qui ont été attribuées au changement climatique, eh bien, elles ont entraîné une baisse de production de quelques 17 400 véhicules, c'est-à-dire à peu près 11% des livraisons semestrielles de Porsche, et un manque à gagner, une perte de 1 à 2 milliards d'euros. Dans la même catégorie, vous le connaissez tout à l'heure, ça a été cité, mais je vais le rappeler, on peut revenir sur cet autre épisode qui a touché donc les chaînes de production, les chaînes de valeur du monde entier cette fois, et qui a donc montré comment le changement climatique venait fragiliser les chaînes de valeur mondialisées. Alors, ce qu'on voit ici à gauche, c'est une image de la sécheresse exceptionnelle qui a affecté Taïwan à l'été 2021, et qui, pour la première fois dans le pays, a conduit à la mise en place de rationnement d'eau par le gouvernement taïwanais. Et un rationnement qui a évidemment aussitôt affecté la production électronique, puisque, comme on l'a dit aussi, la production des microprocesseurs, des puces, demande énormément de quantité d'eau ultra pure. Or, il faut savoir que Taïwan, c'est 60% des puces utilisées dans le monde, et même 90% pour les puces de dernière génération. Et donc, la sécheresse à Taïwan, eh bien, ça a fini par provoquer une pénurie mondiale de processeurs et un ralentissement, voire un arrêt de certaines chaînes de production aéronautiques, automobiles et aussi dans le secteur des énergies. Précisément, à propos d'énergie, on peut aussi évoquer l'exposition de la production, ici, d'énergie nucléaire. Rappelez-vous comment, à l'été 2022, EDF avait dû réduire la production de plusieurs centrales nucléaires, comme ici à Tricastin, simplement parce qu'à cause de températures trop élevées, des cours d'eau qui, normalement, servent à refroidir les réacteurs. Et c'est quand même un comble quand on pense que l'énergie nucléaire est considérée comme une énergie de transition, c'est-à-dire indispensable pour décarboner l'économie mondiale. Et puis, autre catégorie d'impact, enfin, autre secteur, celui des transports. Secteur qui se trouve lui aussi exposé, voire fragilisé par le changement climatique, avec toutes les chaînes de valeur qui dépendent évidemment du secteur ferroviaire. Ici, vous avez une ligne qui a été détruite suite aux inondations à Valence, en Espagne, à l'automne dernier. Mais on se souvient aussi des inondations en Belgique et en Allemagne, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, qui avaient complètement isolé Rotterdam et Anvers du reste de l'Europe, et donc coupé l'approvisionnement. Sans oublier aussi le phénomène de dilatation des rails en été, en période de forte chaleur, qui vient perturber, là encore, le fret ferroviaire. Côté transport maritime, là aussi, le transport maritime, on voit, est largement affecté par le changement climatique. Ici, ce que vous voyez, c'est un embouteillage au large du canal de Panama qui répercute la baisse de trafic qui a été imposée en 2024, tout simplement parce qu'il y avait une baisse du niveau d'eau des lacs qui servent à faire fonctionner le canal de Panama, et cette baisse des lacs, enfin ce manque d'eau, eh bien, il a été provoqué par une longue période de sécheresse depuis 2023. Résultat, 30% du trafic en moins en 2024, ralentissement de l'acheminement du fret et surtout un renchérissement des coûts du transport. À propos de coûts, il faut évidemment parler aussi du coût des événements extrêmes que nous rapportent les compagnies d'assurance. Par exemple, selon un rapport de novembre 2024, les quelques 4000 événements climatiques extrêmes qui ont été enregistrés entre 2014 et 2023, donc sur 9 ans, ont engendré des pertes économiques mondiales, tenez-vous bien, de 2000 milliards de dollars.
En France, le coût pour les assureurs s'est élevé à 5,6 milliards d'euros par an, en moyenne, entre 2020 et 2024, donc les 4 dernières années. Auparavant, dans les années 80-90, c'était 1,5 milliard. Donc, vous voyez l'accélération du phénomène. Et puis, c'est un chiffre pour la France qui est appelé à sensiblement augmenter, puisque selon France Assureur, le coût cumulé des dégâts causés par les aléas naturels dans l'Hexagone pourrait atteindre 143 milliards d'euros sur la période 2020-2050, c'est-à-dire 2 fois plus que sur la période qui allait de 1990 à 2020. Concrètement, ça signifie que progressivement, les primes d'assurance vont augmenter. Et voir que certaines collectivités ou certaines entreprises ne trouveront plus d'assureurs pour couvrir certains risques, je pense au retrait du trait de côte ou au retrait gonflement des argiles. C'est un phénomène qui s'est déjà amorcé. Et puis, au coût assurantiel, il faut aussi ajouter d'autres coûts, les coûts de la transition écologique, transition énergétique. Et ce, dans un monde qui, évidemment, même quand il est en voie d'épuisement, reste dans une quête de croissance perpétuelle. Parce que, soyons clairs, la transition, enfin, ce qu'on attend de la transition, c'est avant tout qu'elle permette de pérenniser notre mode de vie, la production industrielle, grâce à l'électrification des process et des usages. En gros, on attend de la transition qu'elle nous permette d'éviter la sobriété. Or, pour électrifier les usages et les voitures, on a besoin de batteries, on a besoin de lithium. Et sur cette image, c'est donc le cours du lithium. On vous retrace le cours du minerai. Et on voit bien ces fluctuations importantes qui répercutent elles-mêmes une très forte sensibilité du marché du lithium. Par exemple, quand l'Europe annonce qu'elle met fin à la vente des voitures thermiques à partir de 2035, ou quand le Chili, premier producteur mondial, qui à lui seul produit à peu près un quart de la production mondiale de lithium, annonce la possible nationalisation de sa production. Et bien sûr, ce qui est vrai pour le lithium l'est aussi pour tous les minerais qui sont utilisés dans la transition écologique, mais aussi technologique, c'est-à-dire le graphite, le nickel, le manganèse, le silicium, le cuivre et bien sûr les fameuses terres rares. Des minerais dont on peut retenir aussi que l'Europe en est largement dépourvue. Par exemple, pour le lithium, l'Union européenne elle importe plus de 90% du lithium qu'elle utilise. C'est même 100% pour son magnésium et 97% pour le bore, qui sont aussi donc des matériaux essentiels pour construire les batteries, les panneaux solaires ou les éoliennes. Et comme la concentration géographique de la production de ces minerais est beaucoup plus forte qu'elle n'était pour les fossiles, ça veut dire que l'approvisionnement de l'Europe, et donc des entreprises, est soumis non seulement aux aléas climatiques, mais en plus aux aléas géopolitiques de ceux qui produisent, c'est-à-dire elle est indépendante de ceux qui produisent ces minerais. Et donc pour y échapper, l'Europe devrait sécuriser son approvisionnement. Le problème, c'est que pour mettre en œuvre les solutions qui sont disponibles pour ça, c'est-à-dire nouer des nouvelles alliances minières, recycler davantage les métaux, diversifier les fournisseurs, mettre au point des technologies alternatives, exploiter certains filons sur son territoire, tout ça, ça prend du temps. Et puis, s'agissant des filons sur son territoire, là, l'Europe se heurte aussi à 2 autres difficultés supplémentaires. L'impact écologique, évidemment, de l'extraction minière, et puis la résistance des populations qui sont de plus en plus hostiles à l'ouverture de nouveaux sites miniers. Et ce refus, il souligne à son tour toute la complexité de la dépendance de notre croissance à l'énergie et aux nouvelles technologies. Et donc, en attendant, la vulnérabilité des entreprises, elle persiste, elle demeure, ce qui va imposer aux entreprises à la fois d'anticiper les hausses de coûts, de négocier des contrats longs et d'intégrer les risques matières dans leur modèle économique. Et puis désormais, il faut aussi intégrer un autre risque, c'est celui qui est lié à la concurrence de pays qui, eux, ont déjà converti la crise écologique en avantage et en opportunité économique. Alors bien sûr, le plus grand exemple, c'est celui de la Chine, dont on voit ici les véhicules électriques qui sont affrétés sur les bateaux de la société qui produit ces voitures. La Chine qui, bien avant tout le monde, a misé non seulement sur les technologies vertes, enfin dites vertes, mais aussi sur l'acquisition des minerais essentiels pour les fabriquer et sur le transmaritime pour pouvoir les transporter sans être dépendant de quiconque. Résultat,
La puissance asiatique aujourd'hui, la puissance chinoise, c'est 75% de la production industrielle mondiale de cellules photovoltaïques, c'est plus de 60% des métaux indispensables aux batteries, et c'est des positions dominantes dans la plupart des chaînes de valeur qui sont liées aux technologies vertes et de décarbonation. Alors voilà, je pourrais continuer encore longtemps les exemples qui montrent comment le changement climatique expose les acteurs économiques à toute une série d'effets systémiques. Rappelez-vous le graphique de tout à l'heure. Mais pour conclure, je vous propose de rassembler déjà ce qu'on a vu et pour savoir qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cet épuisement du monde. Eh bien d'abord, la première chose, évidemment, c'est la façon dont notre modèle économique épuisé vient renouveler les tensions, non plus seulement autour du pétrole, mais aussi autour des minerais stratégiques, des processeurs, de l'eau, du blé, des céréales, etc., etc. Autour des conditions de travail aussi, de la santé. Ensuite, il est essentiel de mesurer que le climat, que les limites planétaires, désormais, c'est un enjeu profondément systémique. C'est ce qu'on a vu à l'instant. Ce qui veut dire que continuer à considérer que le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources ou l'effondrement du vivant, c'est un problème d'écolo, c'est évidemment faire une très grave erreur. Une erreur de jugement, d'abord, parce qu'on voit bien que dorénavant, le dépassement des limites planétaires est devenu un perturbateur chronique, permanent, des équilibres mondiaux, au point de voir basculer l'économie mondiale dans un monde qu'on dit VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu, dans lequel il est très difficile de prévoir. Ensuite, ça serait une erreur d'analyse, puisque là encore, on voit bien que globalement, les limites planétaires deviennent une dynamique qui restructure le monde, c'est-à-dire à la fois les rapports de force, les trajectoires économiques, la compétitivité, les équilibres alimentaires, mais aussi les cartes de la puissance et les ressorts de la souveraineté. Enfin, ça serait une erreur de vision, parce que pour une entreprise, ne pas s'emparer de ces problématiques de façon prioritaire, urgente, c'est à minima exposer son capital, son approvisionnement, ses équipes, son activité. Et puis c'est aussi contribuer à précipiter le monde vers le pire des scénarios. J'ai terminé, je vais terminer par une seule phrase. Maintenant, vous êtes prévenus.